Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette webconférence dans laquelle nous allons voir comment investir en bourse grâce à l'analyse fondamentale. Avant de commencer, je tenais à remercier XTB pour avoir organisé cet événement et m'y avoir convié. XTB a réuni un panel d'investisseurs ayant des approches différentes mais tout aussi intéressantes les unes que les autres et je pense que c'est une des grandes forces de cet événement puisque comme vous le savez, il y a une multitude de façons d'investir et donc, la diversité des sujets qui vont être abordés durant tout cet événement permettra à chaque investisseur d'y trouver des informations très enrichissantes qu'il pourra utiliser dans ses propres investissements. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Viken Choboyan, je suis trader pour compte propre depuis 2006, c'est-à-dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers, et ma spécialité est le swing trading sur actions US, c'est-à-dire que j'achète et je revends des actions de sociétés américaines, et en général je conserve ces actions sur des durées qui vont de quelques mois à quelques années. Je suis également diplômé de la formation conseiller en investissement financier que vous voyez à l'écran. Voici les différents points que nous allons aborder durant cette webconférence. Dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est l'analyse fondamentale. Ensuite, il est selon moi compliqué, voire même impossible d'investir sur les sociétés du monde entier. Il vaut donc mieux choisir un marché et se spécialiser sur ce marché. Je vais donc vous présenter celui que j'ai choisi et pourquoi je l'ai fait. Une fois que le marché est choisi, je vais vous présenter 9 ratios financiers qui permettent, parmi ce marché, de sélectionner les actions sur lesquelles nous allons investir en utilisant l'analyse fondamentale, bien sûr. Ensuite, nous allons regarder la plateforme Xstation 5, qui est donc la plateforme propriétaire du courtier XTB, qui est une plateforme très bien faite, puisque, bien sûr, elle vous permet de faire de l'analyse graphique, mais au-delà de ça, elle vous donne accès à des ratios financiers qui donc sont très utiles lorsque vous pratiquez l'analyse fondamentale, et je vous montrerai donc où les trouver sur la plateforme Xstation 5. Et enfin, pour terminer, je vous offrirai 2 bonus spéciaux. Donc nous allons commencer par définir ce qu'est l'analyse fondamentale. Alors il y a souvent une opposition entre l'analyse technique ou graphique et l'analyse fondamentale. Donc l'analyse technique ou graphique, vous savez, c'est le fait d'acheter, de prendre ses décisions d'achat ou de vente d'actions ou d'autres produits financiers d'ailleurs, en regardant uniquement les graphiques, éventuellement en y ajoutant bien entendu des indicateurs techniques. Donc ça c'est l'analyse technique. Et d'autre part, on a l'analyse fondamentale qui est une toute autre approche. Là, on ne va pas regarder les graphiques. Nous allons regarder essentiellement les bilans comptables, donc différentes données financières que nous allons aborder bien sûr durant cette conférence aujourd'hui. Et également, nous allons regarder les projets de l'entreprise, une estimation des bénéfices qui seront générés par ces projets, quels sont les dirigeants de cette entreprise, d'autres critères comme par exemple qui sont moins mesurables en termes de chiffres, mais l'avantage concurrentiel qu'a une entreprise par rapport à une autre, voire par rapport à un secteur entier. Nous allons regarder ce genre de choses-là, donc on ne regarde pas du tout les graphiques. Alors, selon moi, parce qu'on entend souvent dire que il faut soit choisir l'analyse fondamentale, soit l'analyse technique. Je pense qu'il n'est pas forcément obligatoire de choisir l'une ou l'autre approche exclusivement. Certains investisseurs combinent les 2 analyses. Ensuite, il va falloir choisir un marché. Comme je disais en introduction, il est très compliqué, d'investir, étant donné que moi j'investis sur les actions, d'investir sur les actions du monde entier, puisque chaque marché a ses particularités. Surtout quand on fait de l'analyse fondamentale, il faut connaître quand même les sociétés dans lesquelles on investit, puisque j'investis pour des durées, moi, personnellement, qui vont de plusieurs mois à plusieurs années. Donc je veux quand même savoir dans quoi j'investir. Ne jamais oublier que quand on achète ne serait-ce qu'une action de la société Apple, par exemple, vraiment au hasard, on devient un des réels propriétaires de l'entreprise Apple. Donc voilà, il ne faut pas oublier ça parce que des fois ça paraît abstrait, le fait d'acheter des actions comme on le fait voilà, en ligne derrière son écran, ça peut paraître abstrait, mais n'oubliez jamais que vous devenez un des propriétaires d'une réelle entreprise. Donc je pense que quand on investit sur du moyen long terme, c'est peut-être moins vrai quand on fait du day trading ou du scalping, mais en tout cas quand on fait du moyen long terme, selon moi, il est quand même judicieux de se renseigner un peu sur l'entreprise. Et donc, connaître vraiment les marchés actions de différents pays, ça devient très compliqué. Il faut, selon moi, voilà, choisir un marché et se concentrer là-dessus. Ça permet vraiment, si ce n'est d'en être un spécialiste, au moins de bien le connaître et bien le comprendre quels sont les principaux acteurs, qui sont les entreprises qui ont des avantages concurrentiels sur d'autres, etc., etc. Donc moi, comme je vous l'ai dit en introduction, vous l'avez deviné, moi j'investis sur les actions américaines. Alors pourquoi j'ai fait ça, ce choix, il y a longtemps? Puisque on voit que sur cette période-là, le S&P 500, donc le S&P 500, on en reparlera tout à l'heure, c'est un indice
qui regroupe 500 très grosses sociétés américaines. Sur cette période-là, il a gagné, vous voyez, environ 347%, comparé au CAC 40 qui a gagné 200% sur cette période-là. Sachant que là, j'ai bien entendu pris le CAC 40 avec dividende. Puisque quand vous regardez les cours en général par défaut du CAC 40, ce sont les cours du CAC 40, donc les 40 très grosses sociétés françaises, sans prendre en compte leurs dividendes. Mais quand on regarde le cours classique du CAC 40, c'est désavantageux pour le CAC 40 puisque les indices comme le S&P 500, eux, prennent en compte les dividendes. Voilà pourquoi j'ai pris donc le CAC 40 avec dividende pour que ce soit juste pour le CAC 40, pour qu'on compare les deux à armes égales, si je peux dire. Donc voilà, moi, pourquoi j'ai choisi les marchés américains, puisque, là, vous voyez sur cette période-là, mais vous pourriez faire, si vous voulez, les simulations sur des périodes plus longues, vous verrez que c'est quasiment systématiquement, les marchés américains obtiennent des meilleures performances. Voilà. Ça peut s'expliquer de différentes façons, mais une des raisons assez simples est que tout simplement les marchés aux États-Unis sont plus gros. Je veux dire les marchés, je parle pas des marchés financiers réellement, je parle plutôt des marchés des entreprises. Quand une entreprise crée un produit aux États-Unis, eh bien elle s'adresse à une population qui est beaucoup plus importante que la France. Voilà. Parce qu'on peut dire aussi, par opposition, voilà, ça j'anticipe des fois des remarques que j'ai, on peut me dire oui, mais une entreprise par exemple française, quand elle sort un produit, elle peut s'adresser à toute l'Europe. Non, c'est pas réellement vrai dans la pratique, puisque en France, il y a quand même des différences de culture et de langue qui sont importantes, bien sûr, entre les différents pays européens. C'est-à-dire qu'une société qui se lance en France, quand elle veut attaquer le marché italien, espagnol, irlandais, par exemple, ou d'autres pays, eh bien, elle doit finalement refaire beaucoup de travail. Alors qu'aux États-Unis, une entreprise qui a lancé un produit sur un État américain, quand elle lance sur un autre État américain, il y a très peu de différence de culture et pas de différence de langue du tout. Donc voilà pourquoi naturellement les entreprises aux États-Unis arrivent à faire des gros chiffres et pourquoi voilà ça se traduit sur la capitalisation boursière de ces entreprises et donc sur les performances du S&P 500. Une des raisons pour lesquelles je sélectionne uniquement mes sociétés parmi celles qui composent l'indice S&P 500 est la sécurité. S&P 500 s'appelle comme cela puisqu'il a été créé par l'agence de notation financière Standard & Poor's, qui est une des plus grosses agences de notation financière au monde. Donc l'indice a été créé en 1957 et bien sûr, donc il comprend 500 sociétés, bien sûr, mais la composition de ces 500 sociétés-là varie en fonction du temps. Si vous regardez les 500 sociétés qui étaient dans l'indice en 1957, voire même qui étaient dans l'indice il y a 3 ans, 2 ans, 1 an, et les 500 sociétés qui composent l'indice à l'instant T, vous verrez que certaines sociétés sont sorties et d'autres et ont été remplacées par d'autres. Pourquoi? Puisque pour intégrer une société dans l'indice S&P 500, eh bien les auditeurs de Standard & Poor's regardent un certain nombre de critères, notamment les bénéfices, ce genre de choses-là. Et donc, en gros, on peut en déduire qu'une société qui rentre dans l'indice, c'est une société qui a une bonne condition financière. Et quand une société va moins bien, donc elle répond plus, de facto, elle répond plus aux critères qui sont imposés par Standard & Poor's, donc elle sort de l'indice. Et donc, simplement, déjà, en se limitant à ce panel-là, on évite les mauvais choix. Par contre, il faut savoir que en investissant que dans les sociétés du S&P 500 comme je fais, moi j'en ai conscience, mais il faut savoir que on n'aura jamais le futur Facebook ou le futur Google à ses tout débuts, hein, puisque par nature, pour pouvoir intégrer l'indice, il faut déjà faire des bénéfices, etc., etc. Donc voilà, on n'aura jamais la future pépite qui va faire, dont le cours va faire x1000 en 5 ans. Mais voilà, moi je préfère privilégier la sécurité plutôt que de miser sur un hypothétique gain énorme. Je préfère la régularité. Et d'ailleurs, là, je vous montre les 9 plus grosses sociétés du S&P 500. Vous voyez la colonne weight qui est à droite, qui représente le poids que représente justement chaque société au sein de l'indice, puisque toutes les sociétés n'ont pas le même poids. Et donc, en regardant les noms, vous voyez qu'il n'y a pas de surprise. Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, donc Alphabet c'est Google, Berkshire Hathaway, c'est la société de Warren Buffett, JP Morgan, Tesla, vous voyez que ce sont des très très grosses sociétés, voilà, parmi les plus grosses sociétés au monde. Donc voilà, le risque que ces sociétés-là fassent faillite est très faible. Sachant, petite précision, là on le voit à l'écran, peut-être que si vous regardez la composition de l'indice, vous verrez qu'il y a en général un peu plus que 500 sociétés, en général 505 dans ces eaux-là. Pourquoi? C'est simplement, par exemple, vous voyez que Google apparaît en ligne 5 et 6
C'est simplement pour ça hein, que, même si l'indice s'appelle S&P 500, il y a souvent un peu plus que 500 lignes dans l'indice, puisque certaines sociétés, comme Google par exemple, apparaissent 2 fois. Pourquoi? Puisqu'il y a une action Google qui donne un droit de vote et l'autre qui n'en donne pas. Donc voilà, on est obligé de faire des distinctions. Elles doivent avoir un ticker différent et un code d'usine différent. Une fois que nous avons choisi le marché sur lequel investir, donc pour ma part, les actions qui composent le S&P 500, il va falloir sélectionner les actions précisément, puisque je n'investis pas sur tout le S&P 500, je sélectionne chaque mois seulement quelques actions sur lesquelles je vais investir. Et comment je fais ça? Eh bien, en utilisant les ratios financiers qui me permettent d'utiliser l'analyse fondamentale, et je vais vous présenter donc 9 ratios financiers dans cette webconférence. Donc le premier, c'est le bénéfice par action, donc les initiales BPA. Sur beaucoup de sites anglophones notamment, voire même francophones, vous pourrez trouver l'appellation anglaise Earning Per Share, donc avec les initiales EPS. Sachez que BPA et EPS, c'est exactement la même chose. Comment c'est calculé? BPA, c'est le bénéfice total de l'entreprise divisé par le nombre de titres en circulation. Alors je précise que je vous présente à chaque fois pour tous les 9 ratios financiers, je vais vous présenter la formule qui permet de calculer le ratio financier en question, mais sachez que la plupart du temps, vous trouverez directement sur Internet le ratio. Donc vous verrez par exemple BPA avec le chiffre qui correspond, vous n'aurez pas besoin de le calculer vous-même. Mais je pense, en tout cas, moi je préfère comprendre ce que je fais, donc je pense qu'il est intéressant de vous présenter comment est calculé, donc la formule exacte qui permet de calculer chaque ratio financier, même si encore une fois, vous n'aurez pas besoin de le calculer vous-même, vous pourrez le trouver facilement sur Internet. Donc voilà, le BPA, c'est le bénéfice total divisé par le nombre de titres en circulation. Quel est l'intérêt du BPA? C'est que l'évolution du BPA sur plusieurs années permet de voir comment une société améliore ses bénéfices, même si le nombre d'actions a varié, puisque le nombre d'actions d'une société n'est pas fixe. On a régulièrement des splits d'actions, par exemple. Une société décide, voilà, par exemple, ça peut arriver quand le cours devient très élevé, une société peut se dire, voilà, ça va freiner les investisseurs, notamment les particuliers, à acheter de nouvelles actions, donc le titre ne va plus continuer à monter aussi bien qu'il montait auparavant. Du coup, la société peut décider de splitter le cours, c'est-à-dire que, par exemple, si l'action vaut 400$, bah, du jour, bien sûr, ils vont annoncer la date à l'avance, hein, mais du jour au lendemain, vous allez voir le cours qui va passer de 400$ à 100$. Par contre, c'est totalement transparent, bien sûr, pour les investisseurs qui ont déjà des actions, hein. Et donc, si vous aviez une action, et ben, du jour au lendemain, vous allez vous retrouver avec 4 actions. Donc, au lieu d'avoir une action à 400$, vous aurez 4 actions à 100$. Donc, pour vous, c'est totalement transparent. Par contre, là, comme l'action redevient à un cours plus raisonnable, et ben, voilà, les dirigeants de l'entreprise part du postulat que voilà, le cours étant plus abordable, ça va attirer de nouveaux investisseurs. Mais comme le nombre d'actions a varié, eh bien, ce serait compliqué de mesurer le bénéfice brut, voilà, sans prendre en compte cette variation-là. Et donc, le bénéfice par action nous permet de voir cela, en comparant sur plusieurs années, puisque, eh bien, au fil des années, le nombre d'actions de la société peut être différent. Mais au-delà de cela, vous allez voir que le bénéfice par action va nous être très utile pour les 2 ratios suivants. Le ratio suivant, donc, c'est le Price Earning Ratio, donc PER, qui est un ratio très connu, voire même le plus connu peut-être en analyse fondamentale. Comment est calculé ce ratio? C'est le cours de bourse le plus récent divisé par le bénéfice par action. Donc vous voyez pourquoi on avait besoin du bénéfice par action précédemment, pour avoir accès au PER. Donc le PER nous permet finalement de mesurer le nombre d'années de bénéfices que les investisseurs sont prêts à payer pour l'achat d'une action. Et on peut en déduire que le prix, plus le PER est élevé, donc le PER, vous avez compris que ce n'est pas un prix en euros ou un dollar, hein, c'est un ratio. Et donc, plus le PER est élevé, plus le marché est prêt à payer cher pour chaque euro ou dollar de bénéfice de l'entreprise. Voilà, selon que le cours soit coté en euros ou en dollars. Alors, un PER élevé n'est pas forcément une mauvaise affaire, hein. Parfois, on entend dire qu'il vaut mieux prendre des PER qui sont faibles. Un PER élevé n'est pas forcément une mauvaise affaire. Ce qu'il va falloir faire, c'est comparer le PER de l'entreprise que vous étudiez avec le PER des autres concurrents, voilà, pour avoir une moyenne du PER du secteur auquel appartient votre entreprise. Et même si le PER est plus élevé que la moyenne du secteur, là aussi, ça peut être malgré tout un bon choix d'acheter cette entreprise-là, puisque le PER peut être élevé pour des bonnes raisons. Voilà, s'il est pour des mauvaises, là, c'est pas mon choix, mais s'il est pour des bonnes raisons,
là c'est un bon choix. Et une des bonnes raisons peut-être si la société a un avantage concurrentiel sur ses concurrents. Par exemple, si elle a des brevets que les autres n'ont pas du coup par définition, ou si cette entreprise a plus de visibilité sur son avenir. Par exemple, si elle a des contrats, voilà, des clients qui sont engagés sur X années, voilà, pour un certain nombre de commandes. Donc ça peut faire augmenter le PER, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais choix, puisque l'entreprise est solide, puisqu'elle a de la visibilité. Donc voilà, c'est tout ce genre de choses à prendre en compte. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux se spécialiser sur un marché pour bien connaître les acteurs du marché. Et pour finir, le PER n'est pas applicable à toutes les entreprises, puisque comme vous le voyez, pour calculer le PER, nous avons besoin du bénéfice par action. Donc par définition, une société qui ne fait pas de bénéfice ne pourra pas avoir de PER, on ne pourra pas calculer son PER. Donc voilà, le PER n'est utilisable que pour analyser les sociétés qui font des bénéfices. Et par exemple, une société dont le cours serait à 80 $ à l'instant T et dont le bénéfice par action serait de 5 $, et bien donc son PER serait égal à 16. Donc c'est un ratio, hein. 80 divisé par 5, voilà, vous avez un PER de 16. Donc on voit que le PER est une image instantanée finalement, puisqu'il utilise le cours à l'instant T de la société, mais le PER va nous être très utile pour le ratio suivant, qui s'appelle donc le PEG, Price Earning Growth. Comment on le calcule? PEG égale PER divisé par la croissance estimée des bénéfices futurs en pourcentage. Alors vous voyez que c'est toute une cascade. On est parti du BPA, puisque le BPA nous a permis de calculer le PER, et le PER, lui, nous permet de calculer le PEG, et donc là, ça commence à devenir très intéressant, puisque quand on investit donc par définition pour l'avenir. Et donc on est obligé de faire des hypothèses. Puisqu'on a vu précédemment qu'un PER élevé n'est pas forcément une mauvaise affaire, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord, puisqu'un PER élevé peut être élevé parce que l'entreprise, comme on l'a dit, a un avantage concurrentiel sur ses concurrents tout simplement. Mais surtout, le PER nous est utile donc pour le PEG, mais il va falloir le comparer avec les bénéfices futurs. Vous allez voir, je vais vous montrer dans un instant 2 exemples fictifs d'entreprises pour vous montrer qu'un PER élevé n'est pas forcément une mauvaise affaire. Ça dépend vraiment de l'ambition de l'entreprise, de ses projets. Pour résumer le PEG, on pourrait dire qu'il permet de mesurer l'intérêt d'acheter au cours actuel par rapport aux bénéfices prévus. C'est finalement une pondération du PER par rapport à la croissance des bénéfices futurs. Alors on va prendre 2 exemples et vous allez voir que c'est très parlant avec les chiffres. Donc, de sociétés, donc c'est vraiment une société fictive, hein, j'ai pris des chiffres fictifs, mais qui peuvent se retrouver dans la réalité, hein, c'est des chiffres réalistes. Donc la société A, la société B. Donc la société A, par exemple, a un PER de 17, la société un PER de 12. Donc là, ce sont des chiffres factuels, hein. Vous avez vu comment on a calculé le PER. Le PER, voilà, tout le monde trouve le même chiffre, si vous voulez, quand on calcule le PER. Par contre, il y a la croissance estimée des bénéfices futurs. Donc là, vous pouvez trouver ces informations sur Internet, voire même vous pouvez trouver le PEG calculé directement sur Internet. Donc si par exemple la société A a un PER de 17 et la société A un PER de 17, la société B a un PER de 12, là au premier abord, on pourrait se dire que eh bien, il vaut mieux acheter la société B puisque elle a un PER de 12, ça veut dire si vous voulez, on la paye moins cher par rapport à ses bénéfices, alors que la société A, PER de 17, donc on paye plus cher pour obtenir ses bénéfices. Pour chaque euro ou dollar de bénéfice, bien entendu. Mais maintenant, si on pondère ça avec la croissance, en divisant 17 par 20, on obtient 0,85, et en divisant 12 par 10, on obtient 1,2. Et là, donc, on voit que eh bien, la société A a un PER un peu plus important, mais une croissance beaucoup plus importante. On voit que la croissance de la société A par rapport à la B est estimée au double, donc 20% de 10. Par contre, le PER n'est pas du tout du double. Ce qui fait que eh bien, le PEG de la société A est inférieur au PEG de la société B, et donc que la société A est, d'après le ratio PEG, est plus intéressante à acheter pour le futur. Voilà, il est plus intéressant, d'après ce ratio-là, dans cet exemple-là, d'acheter la société A, puisque si vous voulez, vous payez moins cher son état actuel par rapport à son état futur, en tout cas estimé futur avec cette croissance de 20%.
Donc vous voyez toute la logique qui a découlé depuis le BPA, puis le PER, puis le PEG, qui est la pondération du PER par rapport aux bénéfices futurs estimés. Ensuite, nous allons parler du dividende, qui est un critère pris en compte par beaucoup d'investisseurs. Alors moi, pour être franc, ce n'est pas un critère vraiment très important pour mes propres investissements. Je vais vous expliquer pourquoi, mais on va voir. Mais bien sûr, c'est à calculer et à prendre en compte. Comment est calculé le rendement du dividende en pourcentage? Tout simplement, c'est le dividende de l'année divisé par le cours d'action. Je précise bien de l'année puisque il n'y a pas de règle pour les dividendes. Une société peut décider de verser son dividende chaque trimestre, donc de diviser en 4 et verser chaque trimestre au cours de l'année un dividende, ou d'autres sociétés peuvent décider de le faire une fois par an. Chaque société est libre de faire comme elle veut. C'est pour ça que pour comparer à armes égales toutes les sociétés, il faut prendre le dividende des 12 derniers mois glissants. Et vous allez diviser par ça par le cours de l'action actuelle, et vous allez obtenir un rendement en pourcentage. Donc l'avantage d'avoir ce rendement, c'est qu'il va vous permettre de comparer le rendement d'une action avec d'autres actions, voire même, on peut même aller plus loin, avec d'autres placements, comme l'immobilier ou autres. C'est intéressant pour les personnes. Je sais que les personnes qui ont des stratégies purement dividendes regardent vraiment le rendement au-delà de la croissance leurs futurs investissements. Et donc, elles voient ça plutôt comme une rente. Et c'est pour ça que pour ces personnes-là, voir le rendement de leur action est intéressant, puisqu'il peut être comparé donc avec des investissements comme l'immobilier, par exemple. On pourrait prendre un exemple. Disons qu'une société qui a versé 6 $ de dividendes l'année dernière et dont le cours actuel est à 200 $, eh bien on fait 6 divisé par 200 multiplié par 100 pour avoir le résultat en pourcentage, on obtient un rendement de 3%. Donc voilà, ça serait le rendement de cette action par exemple à ce moment-là. Alors il faut savoir que certains secteurs versent en général plus de dividendes que d'autres. Par exemple, les sociétés pétrolières ou les sociétés foncières vont avoir tendance à être généreuses en dividendes, au contraire des sociétés technologiques ou des sociétés en forte croissance qui, elles, ne vont pas verser beaucoup de dividendes. Pourquoi? Ça s'explique tout simplement par le fait que il faut savoir qu'un dividende est une sortie de capital de l'entreprise. Quand une société verse un dividende à ses actionnaires, eh bien, vous pouvez le regarder, le cours de bourse diminue immédiatement du même montant. Si une société verse, disons, elle verse 3 $ de dividendes à ses actionnaires après la clôture de bourse, eh bien, immédiatement, le cours de l'action va baisser de 3 $. L'argent ne sort pas de nulle part, bien entendu. Donc, c'est une sortie de capital de l'entreprise, et certaines sociétés vont vont justement ne pas verser beaucoup de dividendes pour garder ce capital dans l'entreprise, parce qu'elles estiment que, étant donné qu'elles ont de gros projets, de gros besoins en R&D, par exemple en recherche et développement, elles vont donc préférer garder ce capital dans l'entreprise pour pouvoir développer ces projets futurs qui, selon elles, sera plus profitable pour l'entreprise. Par contre, quand les sociétés ont un certain niveau de maturité et qu'elles n'ont plus énormément de projets, et bien là, pour récompenser leurs actionnaires, vu que l'argent ne va pas être utilisé de toute façon dans des projets, puisqu'elles n'ont plus assez de projets pour se développer, eh bien, un des moyens de récompenser les actionnaires et de faire qu'ils restent actionnaires, qu'ils ne revendent pas les actions, qu'ils restent fidèles, eh bien, un des moyens va être justement de verser des dividendes. Une bonne part de dividendes, voire même d'augmenter les dividendes. Donc tout cela pour dire que une société qui verse pas ou peu de dividendes, si vous avez une vision de croissance, si vous visez les plus-values, c'est-à-dire acheter l'action à un cours, à un prix donné et le revendre plus cher à un cours plus élevé, le fait qu'une action ne verse pas ou peu de dividendes n'est pas du tout un mauvais signe. Moi, par exemple, pour ma stratégie qui est de viser vraiment les plus-values et non les dividendes, pour ça que moi je me focalise pas du tout sur les dividendes. Par contre, si vous ne cherchez pas vraiment à faire de plus-value, mais que vous investissez plutôt un rendement régulier, mais sans revendre vos actions, sans faire de transactions d'achat-revente, là les dividendes ça pourrait être effectivement un choix judicieux. Et enfin, je voudrais mettre en garde sur les sociétés qui versent énormément de dividendes. Vous allez voir juste après comment calculer justement la part qui est reversée. Vous savez que sur internet, vous pouvez trouver par exemple des screeners qui vous permettent, au lieu de calculer vous-même, quel est le rendement de dividende de chaque action, vous avez des screeners qui vous permettent de trouver ces résultats déjà calculés et de les classer. Et si vous les classez par ordre décroissant, vous verrez que celles qui versent des très gros dividendes ne sont pas du tout des bons choix. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand une société verse un dividende, c'est une part de capital qui sort de l'entreprise. Et donc, quand la société verse
trop de dividendes, plus que ses bénéfices, ça veut dire que la société s'appauvrit. Et une société qui a un rendement de dividendes très élevé peut avoir également ce rendement élevé parce que le cours de l'action est descendu très bas, puisque vous voyez que le cours de l'action est une des données qui permet de calculer le rendement. Et donc, si le cours de l'action est descendu très bas, effectivement, vous avez un bon rendement. En tout cas, là, sur l'année en cours, vous pouvez avoir un bon rendement. Mais il faut se dire aussi, voilà, au-delà du rendement, pensez que vous avez votre capital qui est investi dans cette entreprise-là. Et si le cours est descendu très bas, peut-être qu'il va continuer à descendre. Parce qu'un cours ne descend pas très bas par hasard. En général, c'est parce qu'il y a vraiment des mauvaises nouvelles qui ont eu lieu au sein de cette entreprise. Donc attention aux taux trop élevés. Hein. C'est plutôt mauvais signe, en tout cas selon moi, vraiment les taux extrêmes. Et on en arrive au ratio suivant qui est le taux de distribution, qui est justement donc le dividende par action divisé par le bénéfice par action, qui nous donne donc le taux de distribution qui est un pourcentage, qui nous permet de mesurer le pourcentage de dividende qui est distribué aux actionnaires. Imaginons qu'une société fait par exemple 100 euros de bénéfices et qu'elle verse 50 euros aux actionnaires, et ben donc elle a un taux de 50%, puisqu'elle va verser 50 euros de ses bénéfices à ses actionnaires, et elle va garder les 50 autres euros, voilà, en trésorerie pour avoir de la réserve, voilà, en cas de problème, et également pour éventuellement développer des projets futurs. Ensuite, nous allons parler de ratios financiers qu'on peut appeler value, c'est-à-dire qu'ils permettent de mesurer la valeur de l'entreprise et si on achète l'entreprise à un bon prix par rapport à ce qu'elle vaut réellement. Donc, le premier ratio utilisé, c'est la valeur nette comptable, donc VNC. C'est calculé très simplement. Donc pareil, vous pourrez le trouver déjà calculé sur internet, mais encore une fois, moi je préfère vous montrer les formules exactement pour que vous compreniez quand vous voyez un ratio trouvé sur un site d'analyse financière, etc., comment est calculé ce ratio. Je pense que c'est toujours très important. Donc la VNC, c'est tout simplement les actifs moins les dettes. On peut résumer ça par le fait que si l'entreprise à l'instant T décidait de cesser son activité, il faudrait donc qu'elle paye toutes ses factures, qu'elle paye tous ses créanciers, etc. Donc c'est combien il lui resterait réellement. Donc c'est vraiment à l'instant T une image de la valeur réelle de ses actifs moins ses dettes, tout simplement. Et la valeur nette comptable va donc nous être utile pour calculer le ratio suivant, qui est le price to book ratio, donc P sur B. Donc, price to book, c'est calculé de la façon suivante, assez simplement. C'est le cours de l'action actuelle, donc le cours le plus récent, divisé par la valeur nette comptable, et va nous permettre de comparer le prix de l'action par rapport à la valeur réelle de la société. Donc, on voit que, en divisant le cours par la VNC, on compare donc la VNC, valeur nette comptable, qui est quelque chose de réel. Là, ce sont des chiffres réels, il n'y a pas d'interprétation possible. C'est comme on l'a dit précédemment, hein. Si la société décide, par exemple, de stopper son activité, donc de rembourser toutes ses créances, payer toutes ses factures, etc., combien il lui reste réellement? Donc c'est quelque chose, voilà, il n'y a pas d'interprétation possible, c'est un chiffre, tout le monde trouvera le même chiffre. Par contre, le cours, lui, est plus abstrait. Le cours de bourse, c'est à l'instant T, voilà, les acheteurs et les vendeurs sont d'accord sur les marchés financiers pour s'échanger l'action à tel prix. Mais par exemple, on peut prendre le cas de, disons, Tesla, au hasard. Tesla, vous savez que Elon Musk, donc son dirigeant, et qui est quelqu'un qui est très suivi dans les médias, Twitter, etc. Et donc, quand il fait des annonces, voilà, dans les médias, vu que c'est relayé énormément, ça peut avoir tendance à faire bouger le cours de l'action. Alors que, dans la réalité, la valeur réelle de l'entreprise n'a pas évolué. C'est simplement, voilà, parce que ça va être relayé, il va y avoir un emballement temporaire du moins, du cours de l'action. Et donc ça va nous permettre de comparer les deux finalement, quelque chose d'abstrait, le cours, avec quelque chose de réel, la valeur nette comptable. Et donc en gros, vous pouvez en déduire que si le ratio P sur B est inférieur à 1, ça veut dire que l'action est sous-évaluée, c'est-à-dire que vous achetez les actifs de l'entreprise moins cher que ce qu'ils valent. Ça pourrait paraître être une bonne affaire. Par contre, si le ratio P sur B est supérieur à 1, ça peut vouloir dire que vous achetez soit l'actif à un prix trop élevé, donc vous achetez l'actif de l'entreprise plus cher que ce qu'il vaut réellement, ou soit un ratio P sur B supérieur à 1 peut être malgré tout une bonne affaire. Dans un cas, c'est si l'actif actuel ne représente qu'une part de l'actif qui sera obtenu dans le futur, grâce au projet et développement de l'entreprise. Donc là, ça peut être intéressant, même d'acheter un ratio P sur B qui sera supérieur à 1. Et nous allons terminer par un dernier ratio financier qui est le retour sur capitaux propres, donc Return on Equity, ROE en anglais. D'ailleurs, on entend souvent l'appellation anglaise.
Donc nous allons encore utiliser la valeur nette comptable pour ce ratio-là, donc ROE qui est un pourcentage bien sûr. On va diviser par le bénéfice par la VNC, valeur nette comptable, et nous allons voir si nous allons mesurer comment sont utilisées les ressources de la société. Donc nous allons voir, finalement on va pondérer la VNC par le bénéfice, nous allons voir si par rapport aux actifs, donc ce que possède réellement la société, bah, si elle arrive à faire beaucoup de bénéfices. Donc si les dirigeants finalement arrivent à tirer beaucoup de profit en fonction de ce qu'ils possèdent. Voilà. Nous allons maintenant voir comment utiliser la plateforme Xstation 5, qui est donc la plateforme de trading du courtier XTB pour pouvoir pratiquer l'analyse fondamentale. Donc il suffit d'aller sur l'onglet STC, donc pour stock, qui sont les actions. Ensuite, vous allez justement sur Actions, et là vous avez beaucoup de pays disponibles. Parmi ces pays, nous avons bien sûr les États-Unis, donc nous allons prendre les États-Unis, voilà, pour l'exemple, hein, bien sûr, ça fonctionnerait avec les autres pays. Les États-Unis, et là vous avez une quantité encore une fois très importante d'actions qui sont disponibles. Vous avez bien sûr toutes les actions du S&P 500 dont on parlait dans cette présentation, mais vous pourrez aller plus loin, il y a beaucoup plus d'actions que celles du S&P 500 bien entendu qui sont disponibles. Donc soit vous pouvez faire défiler, ou soit si vous savez directement quelle action vous voulez choisir, eh bien vous allez dans la barre de recherche, qui est encore plus rapide. Par exemple, je prends l'exemple, l'action Apple, mais c'est vraiment pour exemple, hein, ça fonctionnerait avec les autres. Donc je vais taper Apple dans la barre de recherche, et ensuite je vais donc dans stock, donc STC pour action, et je vais sur le petit i ici, information sur l'actif. J'ai donc cette pop-up qui vient d'apparaître, et donc je vais sur l'onglet Info Société, et donc là nous avons des ratios très intéressants dont on a parlé dans cette présentation, les ratios financiers. Nous avons le BPA, le P sur B, nous avons la marge, le rendement du dividende. Voilà, vous avez des informations très intéressantes que vous pourrez utiliser pour vos investissements. Et enfin, comme évoqué au début de cette webconférence, eh bien, je vais terminer en vous offrant 2 bonus. Le premier est totalement gratuit. En vous rendant sur mon site internet www.quantitrading.com, vous serez dirigé sur une page. En haut de cette page, il vous suffira juste de mettre votre adresse email et je vous enverrai eh bien, le nom exact de la dernière action que je viens d'acheter. Donc vous verrez une action qu'on peut obtenir en utilisant des critères dont je vous ai parlé durant cette webconférence. Ça vous donnera un exemple concret d'action. Et j'irai même plus loin, je vous enverrai également d'autres informations sur ma stratégie d'investissement. Et en bonus numéro 2, eh bien, j'ai un club d'investisseurs qui s'appelle le Club Quanti Trading, au sein duquel je partage chaque mois les actions que j'achète et je revends. Vous pourrez trouver plus d'informations sur ce club en vous rendant sur l'URL que vous voyez à l'écran. Et donc, si vous êtes titulaire d'un compte réel chez XTB et que vous rejoignez le club, il vous suffira de me l'indiquer après votre inscription en m'envoyant un email, et j'ajouterai gratuitement 3 mois d'accès supplémentaires à votre abonnement au Club Quanti Trading. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que les informations que je vous ai partagées durant cette webconférence vous ont intéressé. Donc vous pouvez me retrouver sur mon site internet quantitrading.com. Vous pouvez également me contacter par email viken@quantitrading.com, et également me retrouver sur YouTube, Instagram, Facebook en entrant Viken-Quanti Trading. Merci pour votre attention et merci à XTB de m'avoir convié à cet événement.